Le 18-19 d'Edwige Chevrillon. Vous êtes bien dans le 18-19 avec mon premier invité, Julien de Normandie, ancien ministre de l'Agriculture, du Logement, aujourd'hui dans une start-up. Bonsoir Julien de Normandie. Bonsoir. Merci d'être avec nous, c'est un plaisir de vous retrouver parce que vous avez un peu disparu des radars, en tous les cas ministériels, et vous publiez Le Chant du Cygne, j'allais dire Le Chant du Cygne, vous voyez, lapsus, je pense penser au macronisme en vous regardant. Le Chant du Sol, avec une préface d'Éric Orsenna, c'est des sujets qu'il aime beaucoup, c'est au seuil, on y reviendra parce que c'est une très jolie manière de parler d'agriculture et de toutes ses difficultés. Ça se lit très bien, donc on va y revenir. Mais moi, j'ai quand même forcément, vous êtes sans doute le premier marcheur, entre guillemets, peut-être le dernier marcheur, lorsqu'on voit un peu tout ce qui se passe autour de nous. Que pensez-vous de la nomination de Amélie de Montchalin à la Cour des comptes ? Moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. J'ai entendu les commentaires des uns et des autres. Vous êtes toujours dans la politique, visiblement. Non, mais je le pense très sincèrement. Vous savez, moi, j'ai une parole très libre. Je ne fais plus de politique. Je travaille dans une start-up Sweep et un fonds d'investissement qui s'appelle Raise. J'essaie de faire bouger les lignes et je constate, je commente comme on aime commenter. Moi, je trouve que c'est une super nouvelle. Je veux dire, de mettre une femme de 40 ans à la tête d'une telle institution, ça va faire bouger les lignes, ça va peut-être permettre de changer un certain nombre de codes. Alors oui, ça appelle beaucoup de réactions. Je les entends, mais c'est une personne que je connais très bien depuis longtemps, incroyablement compétente. Personne ne remet en cause ses compétences. Oui, mais vous voyez, même Éric Coquerel, le président de la commission des finances. Il y a un peu une forme d'hypocrisie. On remet pas, vous savez, c'est le oui mais. On remet pas en cause ses compétences, mais ça nous gêne. Je veux dire, qu'est-ce qui est gênant que le président de la République ait mis quelqu'un en qui il a confiance pour diriger une telle institution? Oui, M. Coquerel aurait préféré que le président de la République le nomme. Non, lui, il veut être à Bercy. Oui, vous voyez, moi je pense qu'en tout temps, des nominations font parler. Je prends du recul par rapport à ça, et prenons du recul. Mettre une jeune femme de 40 ans à la tête de la Cour des comptes, moi je suis fier. Je suis fier pour notre pays, je trouve que ça fait du bien dans les institutions. Oui, mais même si maintenant vous êtes ailleurs, comme vous le disiez, Julien de Normandie, vous voyez bien l'interrogation qu'on peut avoir, notamment sur la question du budget. On sort d'une séquence absolument apocalyptique sur le budget. Ça y est, on a un budget. Elle prépare déjà le budget 2026-27, qui ressemblera beaucoup au budget 2026. Et elle va présider le Haut Conseil pour les finances publiques, où elle devra juger le budget qu'elle est en train de préparer. Vous voyez, c'est plus là la question quand même. Mais là aussi, prenons du recul. Donc par rapport au bénéfice de mettre une jeune femme compétente à la tête d'une institution à qui je pense ça va faire du bien. Je le dis comme je le pense. Après, on peut ne pas être d'accord. Moi, je pense que ça fait du bien de rajeunir et voilà, donner un souffle nouveau à ces institutions. Et on dit face à ça, oui, mais elle a été une des artisans de ce budget. Je suis d'accord. Déjà, on parle d'un budget. Un budget. Deuxièmement, je veux dire sur une année calendaire. Deuxièmement, ce budget, il est quand même un peu singulier, spécifique. Est-ce que c'est le budget de Madame de Montchalin ? Non, c'est un budget qui a fait l'objet d'énormément de discussions avec des groupes politiques très différents pour arriver à cette forme de consensus. Si Amélie de Montchalin avait voulu faire son propre budget, probablement ce budget n'aurait pas été le même que celui qui a été voté. Est-ce que ça lui donne une forme de liberté de parole ? Je pense que oui. Est-ce que en plus de ça, le fonctionnement de la Cour des comptes est un fonctionnement collégial, c'est-à-dire c'est pas que la première présidente qui a toute la parole. Je pense que oui. Donc, à mes yeux, j'entends les interrogations. À mes yeux, c'est une très bonne nouvelle et je trouve que ça va faire du bien à la Cour des comptes. Oui, la question qu'on peut se poser, c'est-à-dire que la gestion des comptes public aujourd'hui, elle n'est pas formidable parce que Pierre Moscovici, au moins lui, on peut dire, il était monsieur 3% de déficit public. Là, on est quand même à 5,4 en étant optimiste, quoi. Oui, mais enfin, ça n'a rien à voir avec la personnalité d'Amélie de Montchalin et cette nomination. Ça n'a strictement rien à voir. Donc voilà, moi j'entends ces débats, mais je pense que de temps en temps, il faut aussi. Vous avez des bons arguments. Non, mais et puis je pense qu'il faut être fier de. Vous savez, souvent, et moi c'est pour ça que je me suis engagé en politique aussi. À l'époque, en 2017, on parlait de ce rajeunissement, on parlait de cette politique qui ne devait pas être une profession.
qu'un pays comme la France soit capable de nommer une femme de 40 ans à la tête de l'une des plus grandes institutions, moi j'en suis fier. Alors, vous me brandissez une perche, une Normandie, parce que je cherchais un mot un peu moins fort, mais aujourd'hui, on est là en 2026, début 2026, c'est bientôt l'élection présidentielle. Vous êtes dans quel état d'esprit par rapport à l'aventure que vous avez conduite? Je disais, vous avez été un des premiers marcheurs. Vous avez été très proche du président. Enfin, vous étiez un personnage clé. On dit même que vous avez failli aller à Matignon. Vous avez été ministre plusieurs fois, etc. Aujourd'hui, où on arrive au terme de cette aventure, vous en tirez quoi comme... Est-ce que vous êtes déçu? Est-ce que vous êtes... vous dites qu'on aurait pu faire mieux? Dans quel état d'esprit vous êtes? Il y a des choses qu'on a réussi, d'autres choses qu'on n'a pas réussi. Est-ce qu'on peut faire mieux? On peut toujours faire mieux, à l'évidence. Donc, est-ce qu'on peut être fier de choses acquises, de choses construites sur l'attractivité, sur l'économie, sur le chômage, sur des questions sociales, sur des questions de sécurité, sur des questions environnementales? Oui. Est-ce qu'il y a des manquements? À l'évidence, là aussi, oui. Mais je vais vous dire, moi, la promesse initiale qui est de se dire faut dépasser ce clivage, ces clivages politiques, cette promesse initiale, moi j'y crois toujours. Je pense profondément que oui... À quoi? Ou en même temps? À cette forme de capacité de dépasser sa propre chapelle politique. Et je vais vous dire, moi, le risque qui m'attriste, que je vois venir, c'est que l'ensemble des candidats putatifs à 2027 jamais n'arrivent à s'entendre entre eux pour faire ce dépassement, et on se retrouve avec une palanquée, une myriade de représentants de différentes chapelles face aux deux extrêmes. À la fin, on connaît d'avance le résultat, ça finira très mal. Et donc en fait, moi, ce que j'espère du plus mais profond... c'est la faute à qui? Pardonnez-moi, je suis un peu simpliste, mais enfin, c'est vrai qu'il faut quand même appeler un chat, il y a un moment. Est-ce que c'est pas l'échec du macronisme, justement, d'avoir voulu essayer de ce dépassement? Ça a marché le premier quinquennat, le deuxième quinquennat, il n'y avait pas de cap. Vous voyez, est-ce qu'il y a eu des déçus? Oui, j'en rencontre tous les jours. Et donc, est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait pu mieux faire? Oui, et je le redis, et je le dis pas sur les équipes actuelle, je le dis aussi quand moi j'étais ministre, je vois des choses que j'aurais pu mieux faire. Et donc, voilà, l'une des promesses initiales, c'est d'essayer de faire en sorte que le Rassemblement national ne soit pas aussi haut dans les sondages. Force est de constater qu'aujourd'hui, il n'a jamais été aussi haut. Donc, à cette aune-là, oui, on aurait dû faire des choses différemment. Mais encore une fois, je le redis, on voit bien, et d'ailleurs dans votre question, ça ressort, ça finira très mal en 2027, c'est-à-dire les extrêmes au pouvoir, si ce fameux bloc central de la gauche démocrate à la droite démocrate n'est pas capable de revenir à cette promesse initiale de 2017, c'est-à-dire on dépasse nos différences parce qu'on a un socle en commun qui est suffisamment fort. Moi, j'espère profondément, et j'en appelle à tous ces candidats putatifs, j'espère profondément que chacun aura l'intelligence de se rassembler. Ça va être dur, parce que tout le monde va dire « oui, moi je suis prêt », mais... À condition que ça soit moi. Exactement, qu'ils viennent à moi. Bon, on va voir comment ça va se passer, mais je pense que s'il n'y a pas cette intelligence et responsabilité collective, ça finira mal. Une question qui nous fera aller vers votre livre. Vous avez été ministre du Logement et ministre de l'Agriculture. Or, on voit aujourd'hui, c'est pas une accusation, Julien de Normandie, mais quand même, on voit le logement, on voit bien que c'est le principal. Ça bloque tout, ça bloque l'emploi des jeunes, ça bloque tout. Le fait qu'il n'y ait pas de logement, ça coûte si cher, impossible. Vous qui avez des enfants, c'est impossible de se loger à Paris avec des enfants, mais dans les grandes villes. Et puis, on voit de l'autre côté que l'agriculture, pour la première fois, on a une balance déficitaire et avec une agriculture qui est dans l'impasse. Comment vous expliquez ça? C'est multifactoriel, c'est impossible de dire. Est-ce que les ministres ont une part de responsabilité? Oui, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc je ne cherche pas du tout à dire moi de mon temps c'était magnifique, etc. On a tout bien fait. Non, mais est-ce que vous voulez dire que les ministres finalement ils n'ont pas tellement de poids? Ils ne servent pas à grand-chose, pardon. Non, je ne vous laisserai jamais dire ça, et je pense que c'est même dangereux de dire ça, parce que derrière les ministres, de manière générale les politiques, on voit bien aujourd'hui, il y a ce fait que exactement, les Français se disent les politiques ne servent à rien. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Les politiques sont très utiles, et moi je dirais même engagez-vous. Mais c'est multifactoriel, on voit bien, l'agriculture, on pourrait en parler des heures, et c'est d'ailleurs ce que j'essaye de montrer aussi dans ce livre, Le Chant du Sol, c'est qu'on a tous des formes de responsabilité, on est tous habités par des formes de cohabitation des contraires. On a tous, parfois on déplore des
conséquences dont on a chéri les causes. Et on le sait tous. Donc, c'est trop facile de dire c'est la faute que des uns ou que des autres. Non. Et parfois, ça prend du temps. Moi, j'ai œuvré dans le logement, j'ai œuvré dans l'agriculture pour essayer de faire bouger des lignes. J'ai réussi à en faire bouger certaines, mais la route est encore longue. Ouais. Alors maintenant, justement, on va parler d'agriculture parce que vous publiez Le chant du sol avec une préface d'Éric Orsena aux éditions du Seuil. Important de citer évidemment l'éditeur. Alors le sol, c'est le sol qu'on voit, sur lequel nous marchons. C'est le sol où, comme vous dites à plusieurs reprises, enfin même, je ne vais pas tout dévoiler, mais dans les grandes cartes de géographie, quand on était petit, avec le sol qui est marqué en blanc, parce que le sol n'existe pas, et vous partez, c'est presque un roman policier, on a envie de dire, sur le sol qui tout d'un coup va du bruit qu'on entend dans les stations de métro, et tout d'un coup, il y a le macadam qui se fissure, bref, et en fait, c'est la révolte du sol qui se met en grève, et à partir de là, d'abord, tout s'effondre, le sol sur lequel nous marchons. À ce moment-là, il n'y a plus d'herbe, donc il n'y a plus de vaches, il faut les nourrir avec du soja qui vient de l'autre bout de la planète. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de pommiers, il n'y a plus de racines. Et derrière, ce que vous expliquez, c'est tout ça, c'est à cause notamment de ces grands accords internationaux, c'est la faute des grandes entreprises, parce qu'il faut faire des racines des arbres ou des fruits ou des légumes plus courtes, pour que ça produise plus vite, etc. etc. Vous êtes devenu totalement écologiste, Juliane Normandie ? Donc c'est une rencontre, ce livre, c'est un conte, c'est une rencontre avec ce personnage qui est Monsieur inconnu. Victor. Et ce personnage, de manière globale, qui est le sol. Ce personnage, et vous l'avez dit, depuis notre plus jeune âge, on est habitué à regarder des cartes, les cartes Michelin, les cartes sur Waze. Le sol est toujours en blanc. Songez que le sol, c'est 60% des espèces qui y sont présentes, et dans juste une cuillère de sol. Une cuillère de sol, vous avez à l'intérieur de cette cuillère plus d'êtres vivants que d'ensemble d'humains sur la planète. Ce sol, il a une odeur. C'est incroyable. Oui. Ce sol, il a une odeur, s'appelle le pétrichor, étymologiquement le sang des dieux qui coule dans les roches. Ce sol, il contient 2 fois plus de carbone qu'on en a dans l'atmosphère. Ce sol, c'est grâce à lui qu'on a les rivières. Il est né, ce personnage, il y a 470 millions d'années. Avant, c'était que de la roche primitive, il n'y avait pas de rivière. Et ce sol, moi, ma conviction, est-ce que je suis écologiste, néo-écologiste ? Non, je crois pas. Moi, à 15 ans, j'avais décidé de faire des études de biologie. Je suis ingénieur agronome, ingénieur des eaux et forêts. Et c'est un engagement profond depuis très longtemps. Mais ce sol, je pense que c'est un des personnages de nos sociétés qu'on a oublié. Et donc, je me suis dit, comment redonner une forme ou permettre une forme de rencontre avec ce personnage. Et je me suis dit, tentons la littérature et le conte, pas l'essai politique. C'est pas un essai politique, c'est pas moralisateur, c'est un conte. Non, mais en même temps, il y a un peu de tout dedans. Exactement, mais il y a beaucoup de convictions et en fait, c'est une rencontre entre le lecteur et ce personnage avec ce qu'on appelle un conte miroir, c'est-à-dire que tout débute un 22 septembre dans la capitale, comme vous l'avez dit, mais il y a différents personnages. Un scientifique, Monsieur Victor, une chef de projet chez un promoteur immobilier, Madame Germain, un chef d'entreprise, Monsieur Firmin, une jeune fille, Mademoiselle Gaïa, et un jeune agriculteur, Abel, et tous vont vivre la même période avec leurs réflexions, leurs rencontres. Et j'espère un certain nombre d'interrogations que le lecteur va se mettre. Donc oui, il y a des convictions fortes, vous l'avez cité, sur les accords de libre-échange, sur des choses qu'on doit changer. C'est pas du tout moralisateur, ça vise juste, est-ce que cette rencontre peut nous emmener à peut-être changer un peu certains comportements. Et surtout, ce que je trouve intéressant, c'est vrai que ça vous interpelle au début, quand vous voyez le chant du sol, on se dit, mais le sol, c'est quoi ? Enfin, c'est même pas un beau mot. On préfère la terre, vous voyez, le sol, c'est un nom un peu banal. Et après, vous nous expliquez, déjà avec le coup de la petite cuillère, mais surtout, c'est que tout dépend, quand il y a un sol qui s'assèche, eh bien, à ce moment-là, il y a tout qui disparaît. Et puis, c'est toute une chaîne en fait, qui se déroule. Ce livre, j'ai vraiment voulu l'écrire après une claque, si je puis dire, que j'ai eue il y a quelques années à la lecture de cet ouvrage absolument magnifique qui s'appelle « L'homme qui plantait des arbres » de Jean Giono. Oui. Un ouvrage que Jean Giono écrit en 1953. Tout petit ouvrage. Une sorte de fable environnementale et qui explique justement le jour où le sol n'a plus ses arbres, l'eau n'y coule plus, il n'y a plus les cycles. En fait, c'est tout le paysage, des paysages des Alpes de Haute-Provence qui disparaît. Et je me suis dit, ce personnage central dans ce conte de Jean Giono, que sont les arbres,
est-ce qu'on ne pourrait pas essayer aussi de repenser en 2026 une forme de cycle identique, mais avec un autre personnage qui est le sol? Oui, enfin, je veux dire, vous avez raison. Je ne sais pas si vous avez raison, mais en tous les cas, bon, je disais, vous êtes très anti-Mercosur. Je peux vous citer dans votre livre où vous dites, mais justement, le pauvre éleveur Abel qui n'a plus d'herbe pour nourrir ses vaches, qui dit, moi, je veux bien donner du tourteau de soja ou de colza, mais il est issu de la déforestation, d'une agriculture intensive en pesticides, etc. Et ils font des choses que nous, on n'aurait pas le droit de faire. J'ai presque envie d'entendre Emmanuel Macron dans ce que vous dites. Est-ce que c'est pas un peu caricatural? Parce qu'il y a des bons côtés quand même de ces grands accords internationaux. Ça permet des débouchés, ça permet des débouchés pour les vins et spiritueux, ça permet des débouchés aussi pour plein d'autres choses. Mais c'est exactement ça que j'ai voulu montrer dans ces différents personnages, et chacun peut se retrouver dans un de ces personnages. Donc Abel, ce jeune agriculteur, il est confronté à cela. Et il se dit, quelles vont être les conséquences de l'arrivée de ce soja et de ce tourteau brésilien? Vous avez cité la déforestation. Le principal impact, c'est sur notre propre santé. C'est pas la même chose de manger de la viande issue d'un élevage de salaires français élevé avec des prairies permanentes versus de la viande issue du Brésil avec du soja. C'est très peu. Enfin, vous voyez, je veux dire, oui, mais c'est là où, par ces histoires, on se retrouve dans nos propres quotidiens. Vous avez aussi une jeune anthropologiste qui rencontre ce chef d'entreprise, Monsieur Firmin, et qui l'interroge en fait. Monsieur Firmin est à la tête d'une grande entreprise de textile, et en fait, il s'interroge sur l'impact du textile sur le sol. Songez que 20% des pesticides, 20% des pesticides à travers le monde sont utilisés pour de la culture de coton pour nos habits. Un t-shirt, c'est 2700 litres d'eau. 2700 litres d'eau. Oui, mais en même temps, vous avez des pesticides qui sont utiles, notamment pour faire des betteraves, pour faire, voyez, pour l'agriculture, que ce soit pas du soja, mais du blé ou d'autres récoltes, vous voyez. Exactement. Et ce livre, il montre aussi dans cette rencontre la complexité des choses. Vous savez, la nature, il n'y a rien de plus complexe. C'est jamais 0, c'est jamais 1. Et il faut aborder cette complexité. Et on le voit sur la question des récoltes, de la façon de produire, la question des pesticides. On voit aussi des formes d'inégalité. On le voit en ce moment dans les débats. Et ce jeune Abel est confronté à ces mêmes complexités. Nous, en tant que citoyens, quel que soit notre rôle, à la tête d'une entreprise, en tant que scientifique, en tant que consommateur, on a tous cette responsabilité. Oui, c'est ce que disait Jean-Dominique Sénard, encore une fois, que je recevais hier ou avant-hier, et qui a publié un rapport justement presque sur l'irresponsabilité qui est la reine en France, qui est un peu ce qui nous domine aujourd'hui, et qu'il faut justement retrouver un comportement responsable. Dernier point, juste, parce qu'il y a le sommet de l'agriculture qui va s'ouvrir là sous haute tension, plein de facteurs, comme vous dites. On voit bien que l'agriculture, elle a quand même besoin de s'intensifier, elle a besoin de sortir justement du petit élevage dans le Cantal, on a besoin un peu de se moderniser, de s'industrialiser, non? Vous pensez pas? Mais vous savez, ce débat, déjà, moi, vraiment, j'insiste dessus. Ceux qui prennent soin du sol au jour le jour sont principalement les agriculteurs. Et sur votre question, on voit bien, justement, parfois c'est contraire dans les débats politiques. Vous dites, est-ce qu'il faudrait que les élevages français aient plus d'animaux dans leurs élevages? Posez cette question majoritairement aux Français, ils vous diront, moi je veux pas la création d'un élevage de cochons à côté de chez moi, de volailles, et je veux pas des fermes à 1000 vaches. Et en fait, il n'y a pas. Mais on fait quoi? On reste avec des petites exploitations et du coup, on a une balance commerciale qui est quand même pour la première fois déficitaire. D'abord, il y a et on le voit d'ailleurs, je le mets dans ce compte. D'abord, il y a un point, un principe, c'est tout ce que on vote 3 fois par jour dans le monde agricole, au petit déjeuner, au déjeuner, au dîner. Oui. À chaque fois qu'on le peut, évidemment, achetons des produits locaux venant de nos exploitations. Vous savez, tous les débats sur le Mercosur, demain, si toutes les collectivités territoriales, tout l'État, toutes les entreprises et beaucoup de concitoyens n'achètent que de la viande issue des élevages français, vous n'avez plus de problème avec le Mercosur. Plus de problème. Voilà. Et donc déjà, moi j'en appelle à toutes la commande publique, par exemple, que la commande publique, je me suis beaucoup battu en mon temps en ce sens, que la commande publique fasse un principe de base, de la viande, du poulet ou des fruits et légumes et des céréales, dès lors qu'on arrive à les produire chez nous, on achète français.
Et ben voilà, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Julien Normandie. Merci à vous et merci beaucoup de parler du sol, cet ami précieux qui nous veut du bien. Voilà, absolument. Le chant du sol aux éditions du Seuil, préfacé donc par Éric Yourcenar. Merci beaucoup, Julien Normandie, d'être sorti de votre tanière pour venir nous parler un petit peu de politique et beaucoup du sol. Merci beaucoup.